J'ai découvert que mon mari planifiait de disparaître avec sa maîtresse grâce à un code bancaire offshore secret. J'ai découvert son plan d'évasion le jour de notre 10e anniversaire de mariage, alors que je cherchais simplement un vieux passeport dans le coffre-fort mural que nous n'ouvrions jamais. Le mode a basculé dans un silence strident, celui qui précède les tempêtes qui détruisent tout sur leur passage, et je savais, à cet instant précis, que chaque sourire qu'il m'avait adressé ces derniers mois n'était qu'une mise en scène minutieusement orchestrée pour masquer le vide qu'il préparait. Avant de vous raconter la suite, si vous écoutez mon histoire et que vous sentez ce même poids oppressant dans votre poitrine, sachez que je ne suis pas seule, et vous non plus. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cet espace, et laissez un commentaire, car briser le silence est la première étape pour reprendre le contrôle. Parler, c'est survivre. Nous étions ce couple que tout le monde enviait dans notre quartier résidentiel de la banlieue ouest parisienne. Julien était l'homme parfait, le mari attentionné, celui qui rentrait toujours avec une pâtisserie de chez le nôtre le vendredi soir, celui qui savait exactement comment me regarder pour me faire oublier la lourdeur des dossiers juridiques qui remplissaient mes journées. Notre maison, avec son parquet ancien et sa verrière qui donnait sur un jardin que nous avions mis des années à faire fleurir, était le sanctuaire de notre réussite. Je pensais que nous construisions une forteresse, brique par brique, promesse par promesse. Je ne savais pas que, sous cette façade de sérénité, il creusait un tunnel pour sortir de nos vies sans jamais se retourner. Tout a commencé par des détails insignifiants, ces petites fissures dans le quotidien auxquelles on refuse de prêter attention par peur de voir s'effondrer l'édifice tout entier. Il avait commencé à travailler beaucoup plus tard, évoquant des audits de faits d'exercice, des réunions avec des clients basés à Singapour ou à Dubaï. Il était devenu nerveux, ses doigts tapotant sans cesse contre le cuir de notre canapé, ses yeux fuyant les miens dès que je m'approchais trop près de son téléphone. J'attribuais cela au stress du métier, à la pression de son ascension professionnelle. Je lui préparais des dîners tardifs, je lui laissais de l'espace, je pensais être la femme idéale en restant silencieuse face à son éloignement. Je me disais que l'amour, c'était aussi savoir accepter les tempêtes de l'autre sans essayer de les calmer à tout prix. Quelle erreur monumentale! Chaque soir, je l'observais manger en silence. Je regardais ses mets qui, pendant 10 ans, m'avaient tenu protégée et rassurée. Je ne voyais pas les mets de traître, je voyais les mets de l'homme que j'avais épousé devant le maire, entouré de nos amis, sous un ciel de juillet radieux. Il parlait peu, ses yeux perdus quelque part dans un horizon que je ne pouvais pas voir. Il me disait « Tout va bien, chérie, ne t'inquiète pas », et je me contentais de ce mensonge, je le dévorais, je le faisais mier parce que la vérité était trop effrayante pour être envisagée. Comment une femme peut-elle admettre que l'homme qui partage son lit, ses draps, ses rêves et son avenir est en train de préparer une autre vie, ailleurs, avec une autre personne, tout en lui caressant les cheveux avant de s'endormir? Le déni est une drogue puissante. Je m'en suis administré des doses massives pendant près de 6 mois. Si ces comptes bancaires présentaient des irrégularités, je me disais que c'était pour nos futurs investissements immobiliers. Si ces absences se prolongeaient, c'était pour nous offrir la vie de luxe dont nous avions toujours parlé. J'étais son allié, son complice sans même le savoir. Je justifiais ses silences, ses sautes d'humeur, ses disparitions de week-end sous le couvert de surmenage passager. Je m'efforçais d'être plus belle, plus douce, plus disponible, espérant que si je devenais parfaite, il reviendrait en fait à moi pleinement. Mais comment ramener quelqu'un qui est déjà parti mentalement, quelqu'un qui a déjà acheté son billet pour l'ailleurs? La maison semblait plus froide chaque jour. Je traversais les pièces, touchant les objets que nous avions choisis ensemble, ressentant une étrange sensation de déjà-vu, comme si tout ce que nous possédions était devenu soudainement factice. La décoration, les cadres photos, les bibelots ramenés de nos voyages en Italie ou en Grèce, tout cela me semblait être les accessoires d'une pièce de théâtre dont le rideau allait bientôt tomber. Il me disait qu'il m'aimait, mais il le disait comme on récite une leçon apprise par cœur, sans la vibration, sans le feu, sans cette étincelle qui, autrefois, faisait battre mon cœur à tout rompre. Un mardi soir, alors qu'il prétendait être en séminaire à Lyon, j'ai trouvé une facture de Impressing dans la poche de son manteau, une facture pour une robe de femme, une taille qui n'était pas la mienne, un tissu dont je ne possédais aucune pièce, une robe de soie émeraude. Le choc a été physique, une nausée brutale qui m'a cloué sur place au milieu du couloir. J'ai posé la facture sur le buffet. J'ai tremblé pendant 1 heure, incapable de bouger, incapable de pleurer, incapable même de respirer correctement. Je me suis dit que c'était un cadeau pour moi, un oubli, une erreur. Je suis allée jusqu'à essayer de me convaincre qu'il avait une maîtresse, une simple passade, un égarement charnel que je pourrais pardonner si je m'y prenais bien. J'étais prête à tout accepter, à tout oublier pourvu qu'il reste.
J'étais une femme amoureuse, et l'amour, dans ma tête, était une lutte sans fait contre l'abandon, mais le Coatbacker Offshore, c'était autre chose. Ce n'était pas une passade, ce n'était pas un simple adultère, c'était une stratégie de sortie. C'était la preuve qu'il avait prévue au départ bien avant que je ne trouve cette facture, bien avant que nos relations ne commencent à se dégrader. Il préparait sa disparition avec une précision chirurgicale, accumulant les faux, préparant les documents, effaçant ses traces. Et moi, pendant ce temps, je préparais nos projets pour l'année suivante, je pensais aux vacances d'été, je pensais à agrandir la famille. Le décalage entre notre réalité et la sienne était si profond, si abyssal, que j'ai cru devenir folle. Je passais mes nuits à fixer le plafond, écoutant le souffle régulier de Julia à côté de moi. Parfois je lui posais une main sur l'épaule juste pour vérifier qu'il était encore là, qu'il n'était pas déjà une ombre. Il ne bougeait pas. Il dormait du sommeil du juste ou peut-être du sommeil de celui qui a déjà déconnecté son âme de ce qui l'entoure. J'ai commencé à fouiller, non pas par curiosité malsaine, mais par nécessité de survie. Je devais savoir si mon existence entière n'était que mensonge. J'ai commencé à noter les heures de ses retours, les noms des entreprises qu'il mentionnait, les lieux où il disait se rendre. J'ai découvert des appels masqués, des réservations d'hôtels dans des villes où il n'avait aucune affaire, des échanges de emails cryptés sur un serveur que je ne connaissais pas. Il y avait cette femme. Elle s'appelait Elena, si j'en croyais les messages furtifs que j'ai fini par intercepter un soir où il avait laissé son ordinateur ouvert. Le code est prêt, le transfert est validé, les passeports arrivent demain. Ces mots ont brûlé ma rétine. Elena, elle n'était pas une inconnue. Elle était une collègue, une femme que j'avais croisée lors de dîners d'entreprise, une femme que j'avais trouvée charmante et intelligente. La trahison n'en était que plus amère. Elle avait partagé un verre avec moi, elle m'avait souri, elle avait écouté mes récits sur ma vie avec Juliet, tout en sachant que, dans quelques mois, elle prendrait ma place, mon mari, ma vie entière. Le sentiment de trahison n'était pas seulement lié à l'adultère, c'était l'idée qu'il m'avait dépossédé de ma propre vie. Il avait pris nos économies, notre épargne commune, l'argent que nous avions mis de côté pour nos vieux jours, pour financer une nouvelle vie dont je serais exclue. Il me laissait avec une maison vide, des souvenirs empoisonnés et une solitude immense, tandis qu'il s'envolait vers une liberté qu'il avait volée. C'était un acte de lâcheté pure. Il n'a jamais eu le courage de me quitter, de me dire que c'était fini, de demander le divorce. Il a choisi la voie de l'effacement, de la fuite, de la destruction totale de mon identité. Il y avait des jours où je voulais tout faire exploser. Je voulais hurler, briser tous les miroirs de la maison pour ne plus avoir à regarder le visage de la femme qui avait été assez aveugle pour ne rien voir. Je voulais l'attendre devant son bureau, faire un scandale, appeler sa famille, tout déballer. Mais une petite voix en moi, une voix froide et rationnelle que je n'avais jamais entendue auparavant me disait d'attendre. Observe, me murmurait-elle. Documente, anticipe, riposte. Cette femme que je suis devenue, cette femme blessée mais lucide, a compris qu'elle ne pouvait pas se laisser abattre. Elle a compris que la douleur était un moteur. J'ai commencé à simuler. J'ai continué à être la femme aimante, celle qui prépare le dîner, celle qui demande comment s'est passée la journée, celle qui rit aux blagues qu'il ne raconte plus que par obligation. C'était une performance épuisante, un numéro d'équilibriste sur une corde raide au-dessus de précipices sans fond. Chaque sourire était une torture, chaque baiser un mensonge de plus, mais je savais que chaque détail que j'obtenais me donnait une arme de plus pour ma survie future. Je voulais qu'il pense que je ne me doutais de rien jusqu'au dernier moment. Je voulais être celle qui, à la fin, aurait le dernier mot, celle qui choisirait le moment de la rupture. Je me souviens d'une soirée particulière. Il était rentré plus tôt, il m'avait offert des fleurs, des lys mes préférées, il avait été particulièrement attentionné, il avait même insisté pour cuisiner. Il était presque redevenu l'homme que j'avais épousé, j'ai failli craquer. J'ai failli me jeter dans ses bras, lui demander pardon pour mes soupçons, le supplier de rester. Mais alors que je le regardais préparer le risotto, j'ai vu son téléphone s'allumer sur le comptoir. Un message. Tout est prêt pour vendredi. Vendredi, dans 3 jours, mon cœur a manqué un battement, j'ai senti le sang quitter mes membres, laissant mes mains glacées. J'ai continué à préparer la table, mes gestes devenant mécaniques, sans vie. Je lui ai souri, j'ai mangé, j'ai bu le vin qu'il avait choisi. Je me suis comporté comme si le mode était parfait. Mais à l'intérieur, je brûlais. Tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais investi, tout ce que j'avais sacrifié, allait disparaître dans 3 jours. Il ne s'agissait plus seulement de moi, il s'agissait de justice, il s'agissait de ne pas le laisser détruire ma dignité en plus de ma vie. Je suis montée me coucher, le corps en feu, l'esprit en alerte. Julien m'a rejoint 1 heure plus tard. Il m'a embrassé sur le front, une caresse presque paternelle, celle qu'on donne à une personne dont on a déjà fait le deuil. Je suis restée allongée, les yeux grands ouverts, fixant l'obscurité, écoutant le silence de la maison. C'était le dernier calme avant la tempête.
Je savais que si je ne faisais rien dans 3 jours, je serais seule dans cette maison, avec le silence pour seule compagnie et la honte pour seul héritage. Mais je savais aussi que je ne resterais pas passive. Le lendemain, alors qu'il était parti au travail, j'ai pris une décision irrévocable. J'ai commencé à transférer discrètement, petit à petit, tout ce que je pouvais, tout ce qui était à mon nom, tout ce qui pouvait être sauvé. J'ai contacté un avocat, pas pour demander le divorce, mais pour comprendre comment protéger mes intérêts, comment annuler ce qui pouvait l'être, comment préparer ma propre sécurité. C'était une course contre la montre. Chaque minute, chaque heure, chaque geste devait être calculé. Je n'étais plus une épouse en détresse, j'étais une femme en guerre. Je me revois encore, ce matin-là, en train de vider mes bijoux, ces petits trésors personnels qu'il m'avait offerts au fil des ans, en me disant que tout cela n'avait plus aucune valeur, que la valeur était ailleurs, dans l'indépendance, dans la liberté que je devais reconquérir. J'ai commencé à préparer mon propre départ, ma propre vie sans lui. J'ai pris mes papiers, mes souvenirs les plus précieux, et je les ai mis dans un sac caché au fond d'une dressing. J'étais devenue une étrangère dans mon propre foyer, observant les moindres recoins de cette vie que je m'apprêtais à quitter, non pas par retraite mais par nécessité vitale. Le soir même, il est rentré avec ce même sourire, cette même assurance. Il m'a demandé si j'avais passé une bonne journée. J'ai répondu oui très calme. Il ne se doutait de rien. Il ne voyait pas derrière mes yeux la rage qui grodait, le mépris que je commençais à ressentir pour lui, pour sa lâcheté, pour sa petitesse. Je me sentais plus forte que jamais. La douleur était devenue une force, une énergie pure qui me guidait dans cette danse macabre. J'étais prête. Je savais qu'il y aurait des conséquences, qu'il y aurait une confrontation, mais je n'avais plus peur. La peur était morte le jour où j'ai trouvé cette facture, et avec elle était née une nouvelle femme, une femme qui ne se laisserait plus jamais manipuler. Le vendredi approchait à grands pas, le jour où tout devait basculer. Il pensait partir avec sa maîtresse, laisser derrière lui une femme brisée, une existence effacée. Il ne savait pas qu'il laissait derrière lui une femme qui avait appris à se défendre, une femme qui connaissait ses secrets, une femme qui, en ce moment même, orchestrait sa propre victoire sur les ruines de leur mariage. J'ai continué à jouer mon rôle, à préparer le café, à plier ses chemises, à écouter ses récits imaginaires sur ses futurs voyages d'affaires. Mais à chaque fois qu'il tournait le Hindosf, mon regard se durcissait. Je ne cherchais plus à le comprendre, je cherchais à le neutraliser. Je me demande parfois si je n'ai pas été trop loin, si je n'ai pas perdu une part de mon humanité dans cette quête de justice. Mais quand je repense à tout ce qu'il a tenté de me voler, quand je repense à ce côte offshore, quand je repense à cette femme, Elena, qui attendait dans l'ombre, je sais que je n'ai eu aucun autre choix. La vie ne nous donne pas toujours le choix de la dignité. Parfois, il faut la prendre, il faut la voler, il faut la construire au prix de nos propres larmes. Et je suis prête à payer ce prix. La maison semble vibrer maintenant d'une tension électrique. Chaque objet, chaque coin de pièce, chaque silence est chargé de cette électricité statique qui annonce l'orage. Il est là, il est tout près, à quelques centimètres de moi, et pourtant, il est à des années-lumière. Nous ne sommes plus mari et femme, nous sommes deux prédateurs qui s'observent dans une jungle de verre et de béton. Je ne sais pas comment cette histoire va se terminer, je sais seulement qu'elle ne se terminera pas comme il l'a prévu. Elle se terminera comme je l'ai décidé. Il m'a dit ce soir-là, alors que nous étions assis dans le salon, une coupe de champagne à la main, que tout irait mieux bientôt, que nous avions des jours meilleurs devant nous. Il m'a regardé avec cette tendresse faite, ce masque de mari parfait. J'ai porté la coupe à mes lèvres, j'ai senti le goût du vin amé comme une promesse de revanche. J'ai hoché la tête, j'ai souri, j'ai dit « Oui, je sais, Juliette, tout va changer très bientôt. » Et dans son regard, j'ai vu un léger doute, une ombre qui a traversé ses yeux, une seconde d'hésitation. Avait-il compris? Avait-il senti que la proie était devenue le chasseur? Il a détourné le regard, il a bu une loque gorgée de son champagne, puis il est allé se coucher. Je suis restée là dans le salon, plongée dans le noir, seule avec mes pensées. Le silence est revenu plus lourd que jamais. Demain tout sera fini. Demain il partira, ou je partirai, mais rien ne sera plus jamais comme avant. Demain est le jour de vérité. Demain est le jour où je vais en fait sortir de ce labyrinthe de mensonges pour retrouver la lumière. Mais alors que je me levais pour aller le rejoindre dans la chambre, j'ai entendu un bruit étrange, un bruit qui venait du sous-sol, là où se trouve son bureau, son coffre, son secret, un bruit de pas léger furtif. Quelqu'un était là. À 7 heures de la nuit, dans ma maison. Et ce n'était pas Juliet, le souffle m'a manqué. Ce n'était pas le pas lourd et assuré de Juliet, celui que je connais par cœur, celui qui résonne contre le parquet massif comme une affirmation de sa présence. Non, c'était un bruit plus léger, saccadé, presque fêlé. Mon sang, qui ne circulait déjà plus que par épulsion de survie, s'est figé dans mes veines. J'ai posé ma coupe sur la table basse sans faire un bruit, chaque geste guidé par cet esté sauvage qui m'habitait depuis quelques jours. J'étais devenue une proie qui avait appris à griffer, et dans l'obscurité de notre salon, je me suis glissée contre le mur, logeant l'ombre des bibliothèques.
le sous-sol. Ce bureau où il passait ses nuits à trahir notre existence, à manipuler des chiffres et des rêves qui n'étaient plus les miens. Pourquoi quelqu'un d'autre s'y trouverait-il? Julien n'avait pas d'associé, aucun collègue n'aurait osé s'introduire chez nous par effraction, à moins qu'il ne s'agisse d'Helena. L'idée a traversé mon esprit comme une lame. Est-ce qu'elle était impatiente? Est-ce qu'elle était venue vérifier, elle aussi, que le terrain était balisé pour leur fuite de demain? La rage, cette brûlure froide qui me servait désormais de boussole, a pris le dessus sur la terreur. Je ne tremblais plus. J'étais une femme à qui on avait déjà tout enlevé, et une femme qui n'a plus rien à perdre est la créature la plus dangereuse du monde. J'ai descendu l'escalier en colimaçon, chaque marche au défi silencieux. L'air devenait plus lourd, saturé par l'odeur du cuir de ses fauteuils et du papier ancien, ce parfum de réussite factice qu'il cultivait pour masquer la corruption de son âme. Arrivé en bas, je me suis tapie dans l'embrasure de la porte, le cœur battant dans mes tempes, mais mon esprit, lui, d'une clarté tranchante comme un scalpel. La porte du bureau était entr'ouverte. Une fine lueur bleue, celle d'un écran d'ordinateur, balayait les étagères. J'ai avancé de pas, mes pieds nus sur la moquette épaisse étouffant le moindre bruit. Là, assise derrière le bureau de mon mari, il n'y avait pas Helena. Ce n'était pas elle. C'était un homme, le Windows voûté sur le clavier, les mains s'activant avec une dextérité qui trahissait une habitude certaine. Julien ne m'avait jamais parlé de personne d'autre, et pourtant, cet homme semblait naviguer dans les dossiers cryptés avec une aisance terrifiante. J'ai plissé les yeux, essayant de reconnaître la silhouette, le port de tête, riait. Un inconnu en plein milieu de ma maison à la veille de mon effondrement programmé. L'homme a tapé une série de commandes, et soudain, une interface s'est affichée sur l'écran, une fenêtre que je n'avais jamais vue même lors de mes propres excursions nocturnes. Ce n'était pas un code offshore, c'était une liste. Des noms, des dates, des sommes astronomiques associées à des identités qui ne semblaient pas être celles de clients bancaires classiques. Mon estomac s'est retourné. Julien ne se contentait pas de fuir avec sa maîtresse. Il était impliqué dans quelque chose de bien plus sobre, quelque chose qui dépassait largement le cadre d'une simple tromperie conjugale. J'ai porté ma main à ma bouche pour étouffer un cri, mais mes doigts ont heurté le chambranle de la porte dans un frottement sec. L'inconnu s'est figé. Il n'a pas sursauté. Il a tourné la tête latement avec la froideur de prédateur qui sait qu'il a déjà gagné. Il m'a regardé dans les yeux sans la moindre trace d'effroi ou de surprise. Il m'a souri un sourire de connaisseur, un sourire qui m'a glacé le sang plus que n'importe quel couteau. Il savait exactement qui j'étais. « Vous croyez que votre mari vous quitte pour une femme » a-t-il murmuré, sa voix ne semblant venir que du fond de la pièce, tellement elle était basse et monocorde. « Vous ne comprenez rien à la nature de son voyage. Il ne s'enfuit pas, madame. Il est en train de purger une dette. Et vous, avec votre petite enquête de femme trompée, vous venez de mettre les pieds dans un engrenage qui va vous broyer bien avant qu'il n'ait le temps de monter dans son avion. Je n'ai pas reculé. La peur, que je croyais morte, a tenté de refaire surface, mais elle a été immédiatement submergée par une vague de fureur pure. Cette maison, cet homme devant moi, cette situation absurde, tout cela était une insulte à mon intelligence, à ma vie, à tout ce que j'avais tenté de protéger. J'ai fait un pas vers lui, ma voix étrangement calme m'a surprise moi-même. « Qui êtes-vous, et que faites-vous avec les dossiers de mon mari ?» Il a fermé l'ordinateur avec un clic sec. Il s'est levé, sa silhouette occupant tout l'espace, imposante, menaçante. Il a fait un pas vers moi. « Vous devriez poser les questions à votre cher époux. Il est probablement en train de rêver à sa liberté à l'étage alors que sa vie et la vôtre sont déjà en vente sur le marché noir. Vous n'êtes pas la seule à avoir fouillé dans ses cotes, madame. Il y a des gens qui attendent ce transfert depuis bien plus longtemps que vous ne le soupçonnez. Demain, il pensait disparaître. Demain, il ne fera que signer son arrêt de mort. » Il a contourné le bureau, s'approchant si près que je pouvais sentir l'odeur de tabac froid sur ses vêtements. Il m'a frôlé sans me toucher et a posé un petit boîtier noir sur le bord du bureau juste devant moi. Une clé USB. Le sésame de mon salut ou de ma perte. Gardez cela. Votre mari vous a caché tant de choses qu'il mérite bien que vous découvriez la suite par vous-même. Mais sachez une chose, si vous ouvrez ce fichier, vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Vous ne serez plus une femme trompée. Vous serez une cible. Il a disparu dans l'ombre du couloir avant même que je puisse réagir. Je suis restée là seule dans ce bureau qui puait la trahison, les yeux fixés sur ce petit objet noir, ce bout de plastique insignifiant qui contenait le reste de ma vie. Le silence est revenu, encore plus oppressant. J'ai entendu le clocher graisser à l'étage. Julien venait de se réveiller. Il cherchait probablement son téléphone ou il vérifiait que je n'étais pas loin. Chaque seconde qui passait était une éternité. J'ai saisi la clé USB. Elle était chaude, brûlante contre ma paume. J'ai regardé vers la porte, vers l'escalier, vers la chambre où dormait l'homme qui, en 10 ans, n'avait jamais partagé avec moi une once de sa véritable existence. Je savais ce que je devais faire. Je devais retourner dans ma chambre, faire semblant de dormir et attendre le lever du jour.
Mais je savais aussi, avec une certitude terrifiante, que si j'essaierais cette clé dans mon ordinateur, si je découvrais ce qui se cachait derrière ces mots, rien, absolument rien dans ma vie passée ou future ne serait épargné par le cataclysme qui allait suivre. Je suis remontée, le souffle court, le cœur cognant contre mes côtes comme un oiseau en cage. Julien était là, assis sur le bord du lit, cherchant quelque chose dans sa table de chevet. Il m'a vu entrer et son visage s'est éclairé de ce faux sourire rassurant, de cette performance qu'il maîtrisait si bien. « Oh, tu étais là, chérie, je te cherchais, tu es allé boire un verre. » J'ai hoché la tête, cachant ma main serrée autour de la clé USB derrière mon Windows. Oui, j'avais soif, je ne pouvais pas dormir. J'ai regardé Julien, ses yeux, son visage familier, cet homme que j'aimais encore, malgré tout, et je me suis demandé s'il savait que quelqu'un venait de mettre ma vie en sursis. Il s'est recouché, m'évitant de geste à le rejoindre. « Viens, on a une grosse journée de mai » a-t-il murmuré, avec une pointe d'oppressement dans la voix, comme s'il avait hâte que le soleil se lève pour enfin pouvoir s'enfuir. Je me suis allongée à ses côtés. J'ai senti la chaleur de son corps, la proximité de notre peau, et tout cela m'a paru tellement irréel, tellement éloigné de la vérité que je tenais dans ma main. Il a passé son bras autour de ma taille, un geste devenu automatique sans âme. Je ne l'ai pas repoussé. Je me suis blottie contre lui, sentant sa respiration devenir plus lourde, signe qu'il sobrait à nouveau dans le sommeil. J'ai attendu 1 minute, 10 minutes, 30 minutes, comptant les secondes dans le silence oppressant de notre chambre. Quand j'ai été certaine qu'il était profondément endormi, je me suis redressée très latement. J'ai pris mon sac, celui où j'avais déjà caché mes papiers et quelques objets de valeur. J'ai quitté le lit sans un bruit. Je ne suis pas allée dans le bureau. Je suis descendue jusqu'à la cuisine, là où je savais qu'il ne viendrait pas avant le matin. J'ai allumé mon ordinateur portable, celui que j'utilisais pour mes affaires personnelles, celui dont il ne connaissait pas le mot de passe. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai mis plusieurs secondes à taper ma clé de sécurité. L'écran s'est illuminé, projetant une lueur blafarde sur mon visage. J'ai inséré la clé USB. Un répertoire est apparu, transfert 08 ou 12, la date de 2 mai. Mon cœur a failli s'arrêter. J'ai cliqué sur le premier fichier. Ce n'était pas seulement des documents financiers. C'étaient des photos, des rapports, des relevés de cotes qui menaient vers des sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux, mais aussi, et surtout, des échanges de messages entre Julien et des personnes dont les noms figuraient dans les journaux d'affaires les plus influents. Il n'était pas seulement un mari adultère. Il était le maillot d'une chaîne, un rouage dans une machine qui broyait des existences entières pour accumuler des fortunes illicites. Plus je lisais, plus je comprenais l'horreur de ma situation. Il ne partait pas avec Elena par amour. Il partait parce qu'il était acculé, parce qu'il avait volé des gens bien plus dangereux que moi, et que cette fuite, cette nouvelle identité, tout cela était le seul moyen pour lui de survivre. Et il m'emmenait avec lui, ou plutôt, il m'utilisait comme couverture, comme bouclier, sachant pertinemment que si les choses tournaient mal, c'était moi qui resterais pour expliquer, moi qui porterais le poids de ses crimes. Une notification est apparue en bas de l'écran. Un message automatique reçu il y a quelques secondes sur une application cryptée liée à la clé. Tout est prêt. Le départ est avancé. Soyez au point de rendez-vous dans 2 heures, pas de retard. 2 heures, il ne partait pas demain, il partait maintenant. La panique a tenté de m'envahir, mais je l'ai repoussé de toutes mes forces. Je devais agir et vite. Si je restais, j'étais complice. Si je partais, j'étais traqué. Je regardais l'écran, les preuves irréfutables de sa trahison, de son ignominie, de sa lâcheté. J'ai pris une décision. Une décision qui allait sceller le destin de notre mariage, mais peut-être aussi le mien. J'ai envoyé tout le contenu de la clé USB vers une adresse email cryptée, une adresse que j'avais créée il y a longtemps, au cas où, pour mes dossiers juridiques les plus sensibles. Puis j'ai tout effacé de l'ordinateur. Je me suis levée, j'ai attrapé mon sac, et j'ai regardé une dernière fois cette maison, mon sanctuaire de verre et de béton, ce lieu où j'avais cru construire une vie. Tout était devenu poussière. J'ai entendu un bruit à l'étage. Un pas rapide, déterminé. Il s'était réveillé. Il ne m'avait pas trouvé dans le lit. Il savait, je n'ai pas hésité. J'ai couru vers la porte d'entrée, mais saisissant la poignée, mon cœur battant à tout rompre. Mais alors que j'allais ouvrir, la porte a été déverrouillée de l'extérieur. Un faisceau de lumière a balayé l'entrée, m'aveuglant un instant. Julien était devant moi, mais ce n'était pas le Julien que je connaissais. Il avait un sac, un regard halluciné, et dans sa main droite, dans sa main, il tenait quelque chose qui a fait s'effondrer le reste de mes illusions. Il m'a regardé, non pas avec tristesse, non pas avec regret, mais avec une froideur absolue, une absence totale d'humanité. « Tu n'aurais jamais dû fouiller dans le coffre », a-t-il dit, sa voix n'étant que murmure tranchant. « Tu n'aurais jamais dû vouloir savoir la vérité. Il n'y a pas de retour en arrière possible, chérie, ni pour moi ni pour toi. » Il a fait un pas vers moi, refermant la porte derrière lui. Je suis restée là, endos au mur, piégée dans cette maison qui n'était plus qu'une prison. Je savais que la suite allait décider de ma survie.
et alors qu'il levait la main, une détonation sourde, étouffée par le silence de la nuit, a brisé le calme de la banlieue parisienne, me laissant dans un état de choc absolu, incapable de comprendre si j'étais encore vivant ou si le rideau venait de tomber sur la pièce la plus tragique de ma vie. Le son a rebondi contre les murs de l'entrée, un écho sec, métallique, qui a sablé déchiré le tissu même de la réalité. Pour une fraction de seconde, mon cerveau a refusé de traiter l'information piégée dans un vide sidéral. Puis la douleur, une brûlure fulgurante, a irradié mon épaule. Je ne suis pas tombé tout de suite. La stupéfaction m'a maintenu droit, appuyé contre le ventail de la porte, les yeux rivés sur lui. Juliette tenait toujours l'arme, mais sa main, cette main qui m'avait caressé, qui m'avait tenu par la taille lors de nos dîners modés, tremblait. Son visage s'était décomposé. Ce n'était pas la détermination froide de criminel endurci qui se lisait sur ses traits, mais la panique pure d'un homme qui venait de comprendre qu'il avait franchi la ligne de non-retour, une ligne qui ne menait nulle part, sauf au précipice. Il a reculé de pas, ses yeux écarquillés fixés sur la tache sobre qui commençait à imprégner la soie blanche de mon chemisier. Le silence qui a suivi cette détonation était plus lourd, plus oppressant encore que tous les cris du monde. C'était le silence de la fête. Tout ce que nous avions construit, les dîners, les rires, les voyages, les silences partagés au petit matin, tout cela s'était évaporé dans cette déflagration. Il n'y avait plus de mari, plus de partenaire. Il n'y avait plus qu'un homme acculé par ses propres démons et une femme qui, dans une agonie naissante, voyait en fait la vérité déshabillée de tout artifice. Il a ouvert la bouche, peut-être pour s'excuser, peut-être pour justifier l'injustifiable, mais aucun son en est sorti. Je ne voulais pas entendre ces explications, pas maintenant. Pas alors que mon sang, ce sang qui était le nôtre, souillait le sol de notre maison. J'ai porté une main à mon épaule, sentant la chaleur poisseuse, et j'ai ri. Un rire sec et tronglé qui a dû lui paraître plus effrayant que n'importe quelle menace. C'était le rire d'une femme qui venait de réaliser qu'elle était libre, en fait totalement libre de la prise de cet homme. J'étais peut-être mourante, mais je n'étais plus sa possession. Je n'étais plus cet ombre qu'il traînait avec lui pour masquer la noirceur de son existence. Je me suis laissé glisser contre la porte, incapable de soutenir mon propre poids. Ma vision commençait à se troubler, les contours des meubles, les tableaux, tout se mélangeait dans un halo grisâtre. Il s'est approché, un geste de remords instinctif, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. « Ne t'approche pas », ai-je réussi à articuler, ma voix n'étant que souffle, un filet d'air. « Ne touche plus à rien. » Il s'est figé. Dehors, la rue était déserte, plongée dans l'obscurité paisible d'une banlieue qui ignorait tout du drame qui se jouait à quelques mètres derrière ses jardins soignés. Il a regardé l'arme, puis moi, puis la porte, comme s'il cherchait une issue qui n'existait plus. L'homme qui était venu plus tôt, celui qui m'avait donné la clé, avait raison, Julien ne partait pas pour une vie meilleure. Il était en train de fuir sa propre obsolescence, de courir après une survie qui lui échappait à chaque seconde. Il avait tout vendu, même son âme, et au final, il n'avait rien acheté d'autre que sa propre ruine. Je me suis concentré sur ma respiration, expirant par petites touches pour ne pas laisser la douleur submerger le peu de conscience qu'il me restait. Je pensais à mon envoi, à ces données cryptées que j'avais transférées, mon dernier acte de volonté. La vérité sur ces malversations, sur les noms, sur les cotes, tout était en sécurité, attendant d'être révélé à ceux qui, contrairement à moi, ne le laisseraient pas s'échapper. Il ne le savait pas encore, mais son avenir était déjà scellé, gravé dans le serveur de destin qu'il ne pourrait pas manipuler. Qu'il parte ou qu'il reste, qu'il me laisse ici ou qu'il tente de se débarrasser de la preuve vivante de son crime, il avait déjà perdu. Il a posé l'arme au sol, un geste de reddition ou peut-être d'abandon. Il a commencé à errer dans le salon, ramassant des papiers, des objets insignifiants, comme un homme cherchant ses clés avant de partir en vacances, alors que sa maison était en train de brûler. C'était pathétique. Une telle médiocrité dans la tragédie. Je l'ai observé, cette silhouette familière que je ne reconnaissais plus, et je n'ai ressenti que du vide. Plus de haine, plus d'amour, juste une immense lassitude. J'ai tourné la tête vers la baie vitrée. La lune, immense et indifférente, illuminait le jardin où nous avions passé tant d'été. Tout semblait si calme, si normal. C'est cela la fait d'une vie, une banalité écrasante qui se poursuit alors que tout s'effondre à l'intérieur. Je me suis senti flotter. La douleur s'est estompée, remplacée par une sorte d'engourdissement cotonneux. J'ai pensé à mon enfance, à des images fugaces, une plage, une odeur d'iode, la douceur d'une main dans la mienne, bien avant que tout cela ne commence, bien avant Juliet. Je cherchais ce qui me restait de moi-même, ce noyau dur qui n'avait jamais été touché par ces mensonges. Je l'ai trouvé. C'était cette force tranquille, cette certitude que j'avais été une femme entière malgré tout, et que personne, pas même le mariage, pas même la mort, ne pourrait jamais altérer cette vérité. Il est revenu vers moi, les mains vides, le visage déformé par une détresse qui ne m'appartenait plus. Il a dit quelque chose, une phrase éplorante, mais je n'ai pas écouté. J'ai fermé les yeux.
Je voulais que ma dernière image de cette vie soit celle de la liberté que j'avais choisie en ouvrant ce dossier. Je n'étais pas une victime. J'étais une femme qui avait regardé l'abîme, qui avait mis ses mains dedans et qui, au moment final, avait décidé d'emporter la vérité avec elle. Le silence de la pièce a semblé s'étendre, devenir infini. Je ne sentais plus mon corps, seulement la fraîcheur de l'air sur ma peau. Julien était là, je pouvais entendre son souffle saccadé, ses pas incertains sur le parquet. Il était si petit, si inutilement cruel, si désespérément seul. Je voulais lui dire que tout était fini, que la justice, celle des hommes ou celle du temps, allait bientôt frapper à sa porte. Mais je n'avais plus besoin de parler, j'avais dit tout ce qui cotait. La lumière extérieure semblait vouloir s'effiltrer à travers mes paupières closes. C'était comme si l'aube, malgré tout, allait se lever. Je me suis laissé glisser vers ce calme, vers cette obscurité qui n'était pas effrayante mais reposante. Tout était en fait immobile. Le mensonge, la trahison, la quête insatiable de pouvoir, tout cela s'effaçait derrière le murmure du vent dans les arbres du jardin. Je ne regrette rien, pas même ce choix. J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai été trahi, et j'ai survécu jusqu'à mon dernier souffle. Et maintenant je peux en fait arrêter de lutter, je peux en fait lâcher prise, dans le calme absolu de ma propre vérité retrouvée. Il y a une immense paix dans le fait de ne plus avoir à savoir, dans le fait de laisser les choses derrière soi, comme des vêtements trop lourds que l'on abandonne au bord du chemin. J'ai entendu un bruit au loin, une sirène peut-être, ou le vent qui se levait, mais cela n'avait plus d'importance. J'ai posé ma tête contre le bois froid de la porte, et pour la première fois depuis des années, j'ai expiré sans calculer, sans attendre, sans avoir peur. J'ai simplement expiré, un long soupir qui s'est fondu dans le silence de la nuit, et je me suis sentie en fait, délicieusement, vide de tout sauf de moi-même.